Eh bien, bonjour à tous. On va démarrer pour cette conférence donc de clôture déjà de ces 2 jours d'expérience au sein de Decidia. Et donc le sujet, c'est comment créer ou transformer son entreprise pour répondre aux enjeux de demain. Et donc on a la chance d'avoir 3 entreprises du territoire et presque, un peu plus élargies que d'habitude, qui sont dans des secteurs différents, dans des niveaux d'avancement différents, et qui vont à la fois nous partager leur expérience et livrer quelques conseils et inspirations. Donc on va commencer avec Cyril. Bonjour. Bonjour Cyril. Et donc toi tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Alpes Valley. Et en fait, finalement, ce modèle d'entreprise qui s'est créé récemment, il y a 2021, c'est ça? On a créé l'entreprise en décembre 2021, donc on va bientôt Presque fêter 2022. les 3 ans, le cap des 3 ans de l'entreprise. Et donc, c'était 14 entrepreneurs qui ont été un peu inspirés par... Dont Sébastien Moulis, justement. dont 2 fervents représentants. Et vraiment poussé par cette loi Pacte et l'ambition de s'aligner, de tout aligner, sa mission, son offre commerciale, son territoire. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse et où vous en êtes aujourd'hui chez Alpes Valley? Bon, alors, pour essayer de faire simple, parce que en je crois 10 minutes, en 10 minutes max. Donc, en plus, on a des étudiants. Donc, déjà, est-ce que vous connaissez, qui connaît la loi Pacte? Non? Oui? Non? Pas mal. 2018, donc loi Pacte, avec un nouveau cadre juridique qui incite, puisque c'est plutôt incitatif, c'est pas obligé, les entreprises à repenser leur engagement vis-à-vis de la société. Donc pour la première fois, on a un cadre juridique qui détermine comment, ou en tout cas qui incite les entreprises à s'engager dans une relation différente avec les générations futures, donc ça c'est pour vous, et avec les territoires, pour bâtir un monde meilleur et pour bâtir un monde un peu plus vivable ou pérenne pour l'avenir de la planète et l'avenir de nos enfants. Voilà, donc c'est pas neutre, puisque cette loi Pacte, avec décret d'application donc 2020, donc c'est il y a seulement 4 ans, donc c'est assez récent, moins de 5 ans, érige en fait un engagement nouveau. Et au passage, pour information, en ce moment même, la France est en train de défendre cette loi au niveau européen. Donc ça veut dire qu'on a été un peu précurseur au niveau mondial pour faire en sorte que les entreprises aient un autre engagement par rapport à tout ça. Donc forcément, c'est arrivé en plus dans cette période de Covid où vous imaginez des entrepreneurs enfermés chez eux, c'est comme les étudiants, on a eu du mal déjà. Donc c'était un peu compliqué pour nous et ça nous a amené à repenser finalement ce que nous avions fait. Alors on s'est plutôt bien débrouillé dans nos entreprises respectives, parce qu'à la base, moi je suis aussi entrepreneur dans la tech, et ça a plutôt bien marché, donc très bien, on a assuré notre avenir personnel, celui de nos enfants, notre petit monde à nous, et puis en fait on se retrouve avec la main invisible qui nous pose le Covid en plein milieu de notre vie, et là on se met à repenser tout ce qu'on a pu faire, ou tout ce qu'on n'a pas fait justement, qui permettrait de laisser quelque chose d'un peu plus vivable pour nos enfants. Et nous est venue l'idée un peu folle de créer Alpes Valley. Alors tout le monde connaît la Silicon Valley, vous avez fait le lien. Voilà, nous on s'est dit qu'on allait créer notre Silicon Valley à nous. Voilà. Donc comme on est un petit peu fou, on s'est dit que tout seul ça allait être compliqué. Donc il fallait quand même qu'on s'y mette à plusieurs, même si on était complètement givrés et que c'était un projet fou. Et on s'est dit, le dernier territoire qui a inspiré le monde et qui est mondialement connu, c'est justement la Silicon Valley. Tout le monde la connaît encore. Et ça a produit des champions incroyables qu'on connaît tous, Meta, Google, etc., Tesla et autres. Et on s'est dit, mais attends, nous, on a une chance incroyable, c'est que sur notre territoire, déjà, on a un territoire qui est naturellement attractif. Donc, il a une attractivité naturelle, grâce à nos montagnes et ce que nous a donné Dame Nature et ceux qui travaillent autour du tourisme. Donc, comment on va repenser notre territoire économique? Nous, notre territoire économique, c'est quoi? Donc, on s'est dit, on ne s'est jamais vraiment posé la question, en fait. Ça a été découpé de manière institutionnelle, administrative, ou politique, mais jamais les entrepreneurs, alors que cette loi Pacte arrive, alors qu'on a du temps pour se reposer les bonnes questions dans la vie, comment on reconsidère ce qu'est notre territoire économique? Si nous, on nous pose la question, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est?
Et là, on a commencé à se passer des coups de fil. Ça nous occupait bien, heureusement. Ça nous permettait de nous projeter, de rêver, de s'évader. Et puis, on s'est dit, OK, on a beau être chambérien. Je suis né à Chambéry. On a beau être savoyard. On chante les allobroges, hein, je vous rassure. Mais si on raisonne un peu plus large, on a un truc qui est incroyable et ça s'appelle les Alpes. Et il n'y a qu'à voir autour de vous, d'ailleurs, dans les stands ici, le nombre d'enseignes qui, en Savoie ou ailleurs, qui portent le nom Alpes. Donc, on a aussi quelque chose de commun qui est rattaché en plus à notre territoire. C'est Alpes. Donc, plutôt que de faire la Silicon Valley ou la Plastic Valley ou la Cosmetic Valley ou la, comme vous voyez, Outdoor Sport Valley ou autre, etc., on aurait peut-être besoin d'une marque territoriale qui vienne des entreprises et des entrepreneurs pour porter un projet d'attractivité, de développement nouveau d'un territoire de référence. Donc, de là est née l'histoire d'Alpes Valley et c'est 14 entreprises qui se sont dit « Ok, nous allons créer une entreprise » parce que nous, ce qu'on sait faire, c'est créer des entreprises. On ne réussit pas toujours, mais on est quand même bien placé pour essayer de réussir ce type de projet. Et on va s'intégrer et s'inscrire complètement dans la loi Pacte. Voilà, on essaye d'épouser le mieux cette loi, ce cadre juridique nouveau pour les entreprises, déjà pour l'éprouver pour nous-mêmes et pour nos entreprises à côté, mais aussi pour se projeter dans ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en termes de cadre juridique ou de plus impliquant pour pouvoir réaliser ce type de projet. Et puis ensuite, c'est une entreprise donc à mission et une agence de développement d'un genre nouveau, puisqu'il est porté par un collectif d'entrepreneurs. Et chaque année, de nouveaux entrepreneurs viennent nous rejoindre et sont de nouveau associés. Donc là, aujourd'hui, on est à 27 entrepreneurs associés. C'est un peu unique en France et on porte ce projet de développement pour notre territoire économique. Voilà. Et alors, pour commencer. Deux questions. Ouais, non, on n'y est pas encore. Et donc, j'ai deux questions. Comment on fonctionne à 14 puis 27 entrepreneurs en termes de gouvernance comment ça fonctionne? C'est ça qui est absolument passionnant, génial, parce qu'on est parti feuille blanche, donc on a tout à écrire. Donc, on a... Alors, juridiquement, pour ceux qui s'intéressent au droit des sociétés, c'est plutôt sur un modèle de scope. Donc, c'est plutôt un modèle coopératif. C'est-à-dire qu'avec Sébastien, on a le même nombre de parts. Et les 27 associés ont le même nombre de parts. Donc, c'est tout ça pour dire que ce n'est pas un projet patrimonial. On ne fait pas ça pour s'en foutre plein les poches, contrairement à ce qu'on pourrait entendre des fois quand on parle des entrepreneurs. Non, pas du tout. Là, il n'y a pas de risque. On est tous... Et à chaque fois qu'il y a des nouveaux associés qui rentrent, ça nous dilue d'autant équitablement. Donc, en fait, il n'y a pas de perspective de revente. C'est d'ailleurs plus il y a d'associés, moins c'est possible de revente. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui dise non, c'est pas possible. Voilà. Donc, on a intégré dans nos statuts, donc on a choisi le cadre de la SAS, qui nous permet de partir feuille blanche et d'écrire exactement ce qu'on veut dedans. On s'est fortement inspiré des SCOP et des SIC à raison d'être, pour devenir un modèle juridique aussi dans ce cadre de la loi Pacte. Et concrètement, on a une équipe opérationnelle, voilà, que j'ai la chance de présider. Donc là, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, les salariés. Et puis à côté, on a une assemblée générale qui est composée effectivement de 27 associés. Alors là, c'est là où il faut être moderne. On a un WhatsApp. Donc là, si vous voulez qu'on communique avec les 27 associés de l'entreprise, on leur enverra une petite photo ensemble tout à l'heure. Et on est connectés et on a un WhatsApp et chacun peut réagir, etc. D'ailleurs, tout à l'heure, il y en a un qui a eu une idée, c'est de dire, on avait un événement qui devait se faire à la fin de l'année. Il a dit, OK, vu que l'événement est recalé l'année prochaine, on garde le créneau et on organise un apéro pour se retrouver. Voilà. Donc la gouvernance, c'est aussi le management partagé. Voilà. La gouvernance à 27, c'est quand même toujours plus sympa avec des apéros au milieu. Exactement. Il ne faut pas oublier les fondamentaux de la vie. Et puis simplement, après, on a mis en place ce qu'on a appelé des commissions. Donc, on a 5 commissions comme les 5 anneaux olympiques. Et donc, dans chaque commission, c'est vraiment un engagement volontariat. Chaque entrepreneur qui est associé a la possibilité d'y aller ou pas. C'est son choix personnel de vouloir davantage s'impliquer ou aider à construire le projet. Et chacune des 5 commissions écrit sa feuille de route par rapport au projet de développement de l'entreprise. Et l'équipe opérationnelle est là pour exécuter. Voilà. C'est pas très, somme toute, pas très compliqué, mais voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et une dernière question, qu'est-ce que fait Alpes Valley? Qu'est-ce que vous vendez? Exact. Alors, ce qu'on vend, on s'est dit que pour aligner notre mission qui est de créer ce territoire économique de référence, qui est vaste, parce que ce territoire va
de ce que les anciens appelaient la porte des Alpes, Valence-Roman. Ça englobe donc une partie de la Drôme. Ça remonte intégralement sur l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie. Et puis ça va jusque à ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Genève. Donc il y a une partie du pays de Gex dans l'Ain et Genève en Suisse. Voilà, donc ça c'est notre territoire économique avec lequel on a des flux, des échanges, du business, etc. Et on a un magnifique terrain de jeu incroyable, une puissance économique de dingue. Sauf qu'elle n'est pas reconnue pour l'instant. Et donc on s'est dit que pour mailler ce territoire qui est vaste, à titre de comparaison, pour ceux qui ne connaissent pas la Silicon Valley, on en entend beaucoup parler, la Silicon Valley, ça tient dans 40 km. Alors que si on prend la distance entre Grenoble et Genève, c'est 120 km. Donc ça vous donne une idée de la taille et l'étendue de ce territoire si on veut en faire un territoire de référence économique. Donc on s'est dit, il nous faut des portes d'entrée, il nous faut des gates, comme dans Stargate. Et on s'est dit qu'il nous fallait des lieux, des tiers-lieux, ouverts au grand public, donc potentiellement aux étudiants, aux enfants, aux entrepreneurs, aux entreprises et à nos touristes aussi, pourquoi pas. Et que dans ces lieux d'accueil, on puisse rentrer dans Alpes Valley. Donc pour ce faire, on s'est dit que notre offre commerciale devait être l'aménagement d'espace d'un nouveau genre au service de l'accueil, au service de la découverte des produits et des services, et au service de la communication et du relais, de la connexion entre nous. Voilà, donc on est des architectes, des designers d'espaces immersifs connectés. Et c'est nous qui avons créé ce concept d'espace immersif connecté. Et on vend ça. Donc on le vend sur notre territoire. Et la première vente qu'on a faite, c'est à Courchevel, magique, en plein milieu de la station, à 1850, juste en dessous de l'église, dans une résidence de tourisme éducative qui s'appelle le Chalet Lionel Terret, qui appartient à la Fédération des œuvres laïques de Savoie, qui accueille 5000 jeunes par an. Et on a aménagé 200 mètres carrés pour en faire le projet pilote en matière d'éducation numérique de la Ligue de l'enseignement. Parce que la Ligue de l'enseignement, c'est la Fédération des œuvres laïques au niveau national. Et donc c'était incroyable, parce que c'était chez nous. Il y a des jeunes qui viennent 5000 par an. Et en plus, on est dans notre concept complètement intégré. Et la particularité, c'est comme on est en Alpes-Vallée, vous avez une signalétique qui, vous imaginez, là on est à Courchevel, vous arrivez devant le chalet, vous avez bienvenue en Alpes-Vallée et vous avez une signalétique qui permet d'expliquer aux jeunes, notamment, et à tous les visiteurs, tous les objets qui sont présentés, par qui ils ont été faits et à quelle entreprise ils sont rattachés du territoire. Parce qu'on a choisi et sélectionné pour chaque objet, chaque contenu, chaque production, ce qui a permis de réaliser le projet, on présente, comme dans un musée, toutes les entreprises qui y ont contribué. À titre d'exemple, ils nous ont demandé d'installer pour l'accueil des bornes de jeu. Ils ont demandé un baby-foot et des bornes de jeu. Eh bien, nous avons sélectionné l'entreprise Arcadeur, qui justement, en plus, travaille de manière positive pour la planète en travaillant avec des forêts protégées, etc. Et donc, on présente Arcadeur, parce que personne ne connaissait, on ne connaissait même pas Arcadeur avant le projet. Donc, l'entreprise Arcadeur est présentée et présente son activité et les objets sont présentés. Il y a un QR code pour en savoir plus sur notre site web. Et à côté de ça, par exemple, pour les entreprises plus connues, ça va peut-être plus parler à l'assistance et à l'audience, ils ont voulu mettre en place les premières colonies de vacances e-sport d'Europe. Donc, il y a une salle de jeu e-sport. Donc, il y a 6 PC gaming de marque A, donc c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'on voulait ce qu'il y a de mieux, forcément. Et donc là, on a choisi comme marque, une marque que certains connaissent qui s'appelle Omen. Est-ce que vous connaissez la marque Omen? Non? Il y a des gamers là dans l'assistance? Non? La marque Omen, c'est une marque A, c'est un PC gaming qui est fabriqué par l'entreprise HP. Donc tout le monde connaît HP. Et pourquoi on a choisi cette marque-là et HP? À Grenoble, il y a le centre d'HP Europe, vous ne le savez peut-être pas, avec 600 collaborateurs, et c'est un des plus gros centres d'HP en Europe. Donc il y a des entreprises qui sont peut-être très connues, mais qui ne sont pas connues chez nous alors qu'elles sont chez nous. Et puis des petites entreprises qui ne sont pas connues non plus. Dernier exemple, avec Ubisoft, quand ils nous ont demandé les jeux qu'ils voulaient installer pour les colonies de vacances e-sport, il n'y avait que des jeux américains. League of Legends, Fortnite, etc. Puis on leur a dit, attendez, est-ce que vous connaissez Assassin's Creed? Oui. Qui connaît Assassin's Creed? Vous avez vu les... Ah, mieux, voilà, leader. Voilà. Donc ça, c'est Ubisoft, c'est les Français. Donc on a dit, attendez, on va mettre Assassin's Creed quand même. Et pourquoi on a mis Assassin's Creed? C'est parce que, est-ce que vous connaissez le Discovery Tour? Non? Oui, non? Yeah. Donc le Discovery Tour, c'est les jeux
C'est l'environnement numérique d'Assassin's Creed qui a été décliné pour des contenus ludopédagogiques. Donc, on a pu installer, grâce à ça, des contenus ludopédagogiques du Discovery Tour dans une classe du futur avec 5 écrans interactifs géants. Voilà. Et on donne du sens, finalement, à ce que l'on fait. Et en même temps, on déploie notre projet d'entreprise à mission et nos sites d'accueil pour notre territoire Alpes-Vallée. Voilà. Et dernier jeu, allez, parce que je vois que ça suit là-bas, Riders Republic. Connaissez Riders Republic? Ok, c'est le premier jeu d'outdoor et il est développé par une entreprise, c'est toujours Ubisoft, et c'est le studio qui est à Annecy. Donc, si vous ne le savez pas, à Annecy, on a 300 génies des jeux vidéo qui ont développé le jeu, ils l'ont conçu, ils l'ont créé de A à Z. Donc, on a dit, OK, ben on va faire découvrir, en plus Riders Republic, pour faire découvrir que sur notre territoire, bah oui, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour aller faire du jeu vidéo. Voilà. C'est ça les histoires qu'on raconte dans nos espaces. Ça vous a plu? Ça fait sens? Bon, OK. Ça va. Donc Alpes-Vallée, c'est vraiment cette mission d'éducation au service de tous et puis en valorisant toutes les belles entreprises du territoire et un peu au-delà. Et on en a beaucoup. Et on en a plein, plein, plein. Eh ben, merci beaucoup Cyril. Sébastien, je te propose qu'on continue avec toi. Et donc toi, c'est ton aventure, c'est Skiply, et qui est né finalement il y a 9 ans dans les Bauges, je crois. Donc on reste très proche du territoire. Et qui s'est rapproché tout récemment de son principal concurrent, en fait. Vous étiez 2 petites entreprises et vous devenez ensemble un acteur un peu plus de référence qui s'ouvre de nouveaux marchés grâce à ce rapprochement. Donc c'était soit une guerre de prix sans fin, soit une nouvelle collaboration, et vous avez tous les 2 choisi l'aventure collaboration. Est-ce que tu peux nous raconter le cheminement et du coup, qu'est-ce que ça fait de 2 entreprises qui se rapprochent? Bonjour à tous. Alors, Sébastien Mouly, je suis l'un des 2 cofondateurs de la société qui s'appelle Skiply. Mon associé, c'est Jérôme Chambard. On a eu l'idée folle, il y a quelques années en arrière, de créer une start-up qu'on appelait la start-up des montagnes, parce qu'on était basé dans les Bauges, au Châtelard. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est derrière la Croix du Nivolet. C'est pas très loin de la Fécla, mais c'est encore plus loin. Donc, on était une petite start-up. On fait des objets connectés. Alors, les plus connus, vous les connaissez tous. Vous allez dans les stations Sontal et puis vous voyez des petits bonhommes vert, jaune, rouge. Vous allez dans les aéroports, c'est pareil, vous avez des petits smileys qui se baladent sur des petits boîtiers, bah ça c'est nous. Donc Skiply, c'était une petite entreprise, mais qui était déjà sur un panel assez grand, puisqu'on était présent au Japon, aux États-Unis, au Cambodge, et en France et en Europe. Et puis ces nombreuses années, on avait pas mal de concurrents, surtout un, qui était notre ami lyonnais, qui s'appelait Tact, sur lequel régulièrement on s'affrontait sur des appels d'offres, on s'affrontait sur des clients importants tels que les aéroports, etc. Mais on a toujours été en bons termes puisqu'on s'est toujours respecté. Et l'histoire est belle puisqu'il y a 1 an, on a entamé une petite discussion toute simple. Est-ce qu'on continue à se faire la guerre ou est-ce qu'on réfléchit autrement? Un jour, on était premier, maintenant vous êtes premier. On se faisait que de se prendre la place. Voilà, 2019, on était devant eux. 2024, ils étaient devant nous. Mais en fait, voilà, ça tient à quelques marchés, quelques commandes importantes d'un gros client. Ça bascule chez l'un ou chez l'autre. Mais en attendant, les prix, ils étaient là et on se faisait la guerre. Donc on s'est dit, il y a 1 an, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus intelligent et comment on peut mieux réfléchir à affronter ce monde qui arrive, puisque on a d'autres concurrents qui, eux, ne nous faisaient pas la guerre. Ils pensaient qu'une seule chose, c'était de grossir. Et on a notamment un Américain qui, lui, pour grossir, il a mis plusieurs dizaines de millions d'euros d'une levée de fonds aux États-Unis. Et ça, en France, ça n'existe pas. Hein. Tous ceux qui veulent faire des startups, ça n'existe pas. Des gens qui mettent 30, 40, 50 millions sur la table, ça n'existe plus, disons pas, sur des petites boîtes comme nous. Et donc, on s'est dit, maintenant, il y a 1 an, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réfléchit? Et puis, l'avantage, c'est qu'ils étaient 2 cofondateurs comme nous. Le mindset était sensiblement le même. L'ADN était pareil, sensiblement la même. Les salariés, alors, ils se connaissaient sans vraiment trop se connaître, puisqu'ils se croisaient sur des salons. Certains étaient déjà au courant qu'on discutait entre nous, donc c'était marrant de voir comment ils se comportaient. Et puis on a avancé comme ça pendant 1 an. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses en commun. Et le 11 juillet de cette année, on a décidé de signer et de fusionner. Alors fusionner, rapprochement, échange d'actions, on peut l'appeler comme on veut. Hein. Mais l'idée, c'était de devenir plus gros. Donc aujourd'hui, on vient une entreprise qui est beaucoup plus grosse. On est une quarantaine de personnes. On a plusieurs filiales. On a une filiale aux États-Unis, une à Dubaï, une en Allemagne, au UK. On a une future filiale en Espagne qui va ouvrir, on l'espère bientôt.
Et puis on a ce gros noyau en France fait de rapprochement de 2 entités et on devient une entreprise de taille, j'allais dire, moyenne et surtout avec une assise, j'allais dire, financière et un potentiel de développement beaucoup plus grand. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que je peux rajouter ? Qu'est-ce que ça ouvre comme nouvelle perspective de développement, justement, concrètement ? Champion du monde. Ouais. Vous êtes plus légitime à répondre à certaines offres ? Si je devais résumer, vous avez le numéro 1 et le numéro 2 qui se sont rapprochés et qui font plus que le numéro 1. Du coup, on prend le leader sur la France, sur l'Europe, et maintenant, on va aller voir les États-Unis parce que c'est là où est le gros du marché. Et forcément, déjà, français s'implanter aux États-Unis, c'est pas si facile. Mais il vaut mieux être gros. Alors, il y a des très gros qui ont essayé. Des fois, ça a marché, des fois, ça n'a pas marché. Nous, l'avantage, c'est qu'on a essayé d'ouvrir une filiale avec des Américains natifs qui connaissent bien le business. C'est pareil, c'est des entrepreneurs, donc ils connaissent bien comment ça fonctionne. Et l'idée, aujourd'hui, c'est de croître sur le marché à l'international parce que de toute façon, la croissance, il faut aller la chercher. Une entreprise ne peut pas rester sur ses acquis puisqu'à un moment donné, il y a toujours un concurrent qui va arriver, qu'on voit pas forcément bien ciblé ou même si on le voit arriver de loin, quand on s'en rend compte, souvent c'est trop tard. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est que en France, on va continuer à croître, c'est notre marché principal, mais surtout, c'est qu'on va aller chercher cette croissance, même cette ultra-croissance, à l'international. Alors l'international, ça peut être aussi l'Europe, mais essentiellement les États-Unis. Et dans la pratique, comment on fait ? J'imagine que c'était quand même 2 entreprises, tu l'as dit, assez proches, où il y avait quand même pas mal de similarités, mais c'était quand même 2 équipes différentes, 2 locaux différents, 4 chefs d'entreprise différents du coup. Comment ça s'est... Alors, on a un bol monstre. Quand même un peu, non ? On a un bol monstre parce que eux, ils avaient un super commercial et un super tech, et nous, on avait un bon marketeur et un bon RH DAF. Quand je vous dis ça, vous avez les 4 fonctions les plus importantes d'une entreprise. C'est comme on ne se marche pas dessus, c'est quand même plus facile. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est justement par notre zone de confort et nos métiers, c'est justement, ça fait partie aussi du deal, c'est qu'en fait, on s'est très vite rendu compte qu'on était hyper compatibles parce que chacun faisait ce que l'autre ne faisait pas. Donc ça, au point de vue humain, c'est génial. Et puis, j'allais dire, même les équipes, en fait, l'inquiétude venait surtout comment les équipes allaient percevoir ce rapprochement. Au mois de septembre, on a fait un séminaire. En 2 heures, on a l'impression qu'on avait toujours travaillé ensemble. C'est ça qui est incroyable. C'est comme les apéros, les séminaires. Ouais. C'est vachement important. L'apéro est important. Donc, nous, on s'en est rendu compte avant, pendant et après l'apéro. Mais oui, globalement, en fait, c'est ça notre chance. C'est qu'on a quand même humainement, déjà, on a eu 0 casse. Et ça, c'est le plus important. Et on a essentiellement beaucoup de personnes qui sont compatibles entre eux. Et après, ça vient aussi de la volonté des dirigeants de se dire, OK, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi nos équipes. Et donc, le côté humain est très important. Et donc, aujourd'hui, on est 4 dirigeants, 4 chefs d'entreprise, entre parenthèses, qui se sont rassemblés, 4 entrepreneurs. Et on a cette chance-là de pouvoir aller, on y va, quoi. Et vos équipes, elles se sont maillées facilement et elles vous suivent dans cette nouvelle aventure. Ça a réengagé, ça a fait peur quand même un peu ? Alors, je ne dis pas réengagé parce qu'elles étaient déjà engagées. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas... l'équipe, elle est, dans les 2 cas, elle est hyper importante parce que même si on est 4, on n'est pas capable de tout faire. Hein. Il faut des personnes pour pouvoir faire tout ça. C'est un projet collectif, hein. Cyril en parlait, mais c'est vrai que sans les salariés, on ne peut rien faire. Il faut rester conscient et humble par rapport à ça. Non, je dirais qu'aujourd'hui, la communication, elle est importante. Si on prend par exemple l'exemple de Skiply, nous, ça fait à peu près 1 an qu'on a été assez transparent avec quelques personnes, quelques salariés clés. Et on l'a été de plus en plus quand on a vu que le potentiel est devenu un peu plus concret jusqu'au jour où on a dû signer. Alors après, il y a les parties légales, on doit avertir un certain nombre de salariés, une présentation, mais même sans ça, on a toujours joué la transparence. Mais ça fait partie de notre ADN, c'est-à-dire qu'on aime bien être transparent. Plus on est transparent, moins on a la sensation qu'on vous cache ou on cache quelque chose, et ça, c'est important. Et à partir de là, les salariés, quand on leur explique, et quand même eux nous expliquent que, en fait, ouais, c'est quand même mieux pour tout le monde, et c'est pas que c'est gagné, mais presque, quoi. Merci beaucoup pour ce partage, comme quoi on peut sortir de
concurrence rude, à condition aussi de se trouver enfin voilà, il y a eu cette part de chance où les entreprises, elles étaient quand même déjà proches en termes de valeurs et de vision, ce qui vous a permis de vous rassembler finalement sereinement. Oui, complètement. Et puis, il faut aussi, les deux autres entrepreneurs que sont Claude Emmanuel et Bruno, ce qui est magique avec eux, c'est qu'on s'est compris très vite, rapidement en fait. Et ça, je trouve ça magique. Moi, je trouve ça incroyable quand des personnes phosphorent ensemble. On parlait tout à l'heure, hein, quand tu as commencé Alpe Valley, ça a phosphoré. Beaucoup ne savaient pas forcément jusqu'où ça irait, mais il y a toujours un brin de folie. Et je pense que c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est ce brin de folie, c'est je suis au bord de la falaise, allez, je saute. Et parachute ou pas parachute, ça c'est la question. Ça c'est la vraie question. Et des fois le parachute, on aimerait bien l'avoir, mais on l'a pas. Et là c'est pareil, on s'est tenu la main à 4, allez on y va, et on a sauté. Voilà. Et je crois que la folie, ça va aussi parler un peu à Victoria. Victoria, tu viens d'une société que je connais bien parce que j'y ai travaillé jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Wahoop, qui est basée à Lyon. Et vous, à la fois, vous êtes dans un univers proche parce que ça fait une dizaine d'années que la société existe, mais vous attaquez... alors, vous avez deux activités, celle de créer vos business, parce que pour être entrepreneur et ensuite accompagner des entreprises à créer des nouvelles activités, vous aviez besoin de cette légitimité. Mais du coup, vous attaquez aussi aux grands groupes qui ont peut-être moins de facilité à pivoter, à se transformer, que des jeunes entreprises peut-être plus agiles. Et donc, est-ce que c'est possible pour elles aussi de se transformer et comment ? Oui, alors je vais tout vous expliquer. Donc, Wahoop, ça fait bien 10 ans que ça existe, donc comme l'a dit Maëlle. Donc, nous, on a deux grandes activités. Une première de Startup Studio, on crée nos propres startups sur des sujets à transition, donc transition industrielle, transition écologique, transition environnementale. Et le but, c'est, on est une boîte qui monte des boîtes. C'est pas tout à fait un incubateur, parce que les idées viennent de nous, contrairement à un incubateur. Donc on a chez nous des gens qui réfléchissent à des opportunités marché dans le but de les mettre sur le marché et de créer une start-up. Et vu qu'on le fait pour nous, on a mis aussi ce savoir-faire, en tout cas à disposition de d'autres entreprises, donc ça peut être des PME comme des grands groupes, de dire, vu qu'on sait entreprendre pour nous, on va aussi entreprendre pour vous. Et donc nous, notre vocation pour ces externes, en fait, pour ces entreprises, c'est d'identifier des opportunités pour elles. Donc ça peut être un nouveau business model, une nouvelle activité, une nouvelle filiale, un nouveau produit, un nouveau service, mais aussi de le concrétiser pour de vrai. Parce qu'en fait, on reste des entrepreneurs et notre vocation, c'est pas de remettre que des slides, c'est de le faire pour de vrai. Et donc, on a une vision chez Wahoop, c'est de concevoir ou du moins contribuer à un monde meilleur. Donc, on a envie de le contribuer en faisant réduction de les pollutions, réduction de l'impact carbone, réduction des factures sociales. Et donc, tout ce qu'on imagine, il faut que ça réponde au moins à une de ces dominantes-là. Et alors, comment on fait pour concrétiser un monde meilleur quand on est une grande banque, un grand groupe de l'industrie lourde ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Ouais, c'est vraiment possible. Déjà, on l'a fait pour nous. Donc, en fait, c'était hyper important. C'est avant d'aller inculquer aux autres comment faire, on s'est déjà transformé en interne chez nous. Donc, ce qu'on a fait, c'est typiquement, on a maintenant un management ultra horizontal chez Wahoop. Chacun est responsable de sa propre partie. Il n'y a pas de manager, il n'y a pas de responsable. Chacun est responsable personnellement d'une partie. On a fait un petit peu aussi comme vous, pour le coup, sur le capital. Aujourd'hui, nos actionnaires, c'est épars et variés. On a des institutionnels, on a des entreprises, on a des salariés. Donc le but, c'est vraiment que tout le monde ait accès au capital pour avoir tous le même objectif, de s'entraider et de contribuer tous ensemble à un monde meilleur. Donc avec différentes parts, mais le but, c'est que tout le monde ait sa place aussi au capital. Et ensuite, vu qu'on l'a fait aussi pour nous, typiquement, on a rejoint le parcours CEC. On fait pas mal de petites choses. On a une rémunération qui est hyper claire. Tout le monde sait la rémunération de chacun, etc. Donc, au moins, on a fait déjà nos bases pour pouvoir ensuite inculquer ça et essayer de transformer les entreprises qu'on accompagne. Et donc, voilà, elle l'a bien expliqué. Mais en gros, nous, on a 3 grands volets. En tout cas, on prône 3 grands volets. On a un premier pilier, en tout cas, pour se transformer. On est persuadé que ça passe par l'interne. Donc, quand on dit ça, typiquement, on l'a fait chez la Banque Populaire Caisse d'Épargne, donc groupe BPCE, c'est comment, en interne chez vous, vous pouvez, en tout cas, vous transformer. Donc nous, on amène des sujets qui sont des challenges innovation. Donc en fait, on lance des appels à projets dans le groupe, en disant qui a envie de participer à une journée incroyable pour changer le monde de demain, en lien avec votre entreprise. Donc là, typiquement, c'est quelque chose qu'on a fait avec eux, où il y a 200 personnes qui sont venues pour une journée de tous
tous bords, donc des salariés, des dirigeants de différents services, dans le but de trouver des solutions hyper concrètes pour faire de la Banque Populaire Caisse d'Épargne sur leur partie immobilière des choses hyper innovantes. Donc de là, on a sorti 12 concepts et là, on est en train d'en craquer 2. Donc en fait, maintenant qu'on les a imaginés, on essaye d'en lancer 2 avant la fin de l'année. Donc en fait, chez Wahoop, on dit toujours qu'il faut aller très vite et très loin pour réussir. Donc le but, c'est en temps court, comment avec vos salariés, on arrive à créer pour de vrais ce projet pour qu'en janvier, en fait, on appuie sur le bouton et pour typiquement BPCE, on est bien révolutionné, en tout cas, leur partie immobilière. Et donc là, c'est des collaborateurs qui deviennent presque intrapreneurs finalement, Exactement. poussés par vous. Exactement. Et en fait, on a des dirigeants, c'est ce que je disais, mais comme finalement des gens un peu plus petites mains. On a même là dans le groupe projet des alternants, un directeur immobilier, une personne à l'administrative et une personne en finance. Donc en fait, le but, c'est vraiment de faire des collectifs et des équipes en fait multidisciplinaires pour pouvoir avancer très très vite sur des sujets. Donc premier levier, l'interne. Deuxième levier, l'externe. Ça va avec. Donc typiquement, là, récemment, on a accompagné l'entreprise Rossignol. Donc j'imagine que tout le monde la connaît, ils ne sont pas très loin d'ici. Il y a 2 ans, Rossignol crée le ski Essential, qui est le premier ski fait à partir de matériaux recyclés à plus de 75% et recyclables à plus de 75%. Donc produit de dingue, 10 fois plus recyclable que les skis actuels et ordinaires. En plus, ils déposent leur brevet et ils l'ouvrent à tout le monde. Donc, open innovation à fond, en disant, allez, on va tous là-dedans. Donc, ils ont créé un produit dingo. Et donc, nous, et nous, on les a accompagnés sur dire, vous avez le produit et si on crée finalement l'expérience qui va autour. Donc, nous, on s'est occupé plutôt de toute la partie maillage de l'écosystème et externe, en tout cas, au produit, qui est, une fois qu'on a créé ski, comment on le met sur le marché, comment on informe les gens, comment on les équipe, où est-ce qu'ils vont trouver ce ski-là au final. Une fois qu'ils l'ont utilisé, comment on le répare si jamais il est cassé, comment on le recycle, comment on le collecte, etc. Et donc notre but, c'était vraiment de créer en tout cas un écosystème hyper fin où en fait les personnes aient envie, que n'importe quel client puisse savoir et se retrouver un peu comme dans une équipe externe mais de produits sur ce produit-là. Et notre dernier levier ? Voilà, tout à fait, dernier levier. Notre dernier levier, nous, on est persuadés aussi que ça passe aussi par l'usage pour transformer une entreprise, c'est l'usage des produits. Je vais vous donner une petite anecdote. Nous, alors, je ne sais pas si vous connaissez Baby Move, pour les parents qui ont eu des enfants récemment, etc., sûrement. Donc, Baby Move, c'est une entreprise qui fait de l'équipement pour bébés. Donc, en gros, ils font des porte-bébés, des baby cooks pour la nourriture, des baignoires, tout ce genre de produits qui touchent à l'univers enfantin, en gros, des bébés. Et ils se posaient la question, donc ils étaient leaders numéro 1 sur leur marché, mais comment faire mieux et comment se transformer aussi. Et donc on a réfléchi avec eux de comment lancer un produit qui change un peu les usages. Et donc l'exemple concret qu'on avait, c'est donc on a mis des mamans autour de la table, essentiellement des mamans qui sont venues à cet atelier-là. Je suis désolée, mais c'est vrai. On avait fait pourtant un appel à tout le monde, mais c'est plutôt les mamans qui se sont déplacées. Et le sujet premier, c'était quelles sont vos contraintes sur les produits Baby Move. Et donc ça, c'était il y a 10 ans. Figurez-vous que tout le monde nous a dit, quand je donne le bain à mon bébé, j'ai une baignoire qui est remplie d'eau de 50 litres que j'ai achetée chez vous. Et après, il faut que je porte cette baignoire et que je la vide. Petit sujet, alors on n'y avait pas pensé, mais en effet, en plus, sachez qu'une maman qui vient d'accoucher n'a pas le droit de porter plus de 7 kilos logiquement. Bref. Donc là, on a développé un usage que maintenant toutes les baignoires de bébés ont, c'est un trou avec un tuyau. C'est une chose qui est toute basique, mais on a transformé l'usage de cette baignoire qui était hyper compliquée en faisant une baignoire qui s'évacuait comme une baignoire normale. Et typiquement, on a fait aussi autre chose, c'était de se dire, en fait, ces équipements-là, j'en ai besoin pour combien de temps ? 1 an, 2 ans maximum ? Au pire des cas, j'ai un deuxième enfant. Et qu'est-ce que je fais de ces produits-là aussi ? Et donc, on a créé un parcours, en tout cas chez Baby Move, qui permet de récupérer tous les produits qui ont été achetés sur le site Baby Move. Donc Baby Move s'engage à vous racheter vos produits si vous les avez bien achetés chez eux ou que c'est bien la marque Baby Move, et ils les reconditionnent pour les remettre dans le circuit. Et pour creuser et continuer sur cette lancée-là, pour pouvoir bien reconditionner, il fallait imaginer des produits qui étaient reconditionnables et donc des produits garantis à vie. Donc en fait, ils se sont transformés en tout cas sur l'usage et sur leurs produits en proposant des produits avec plus d'usage, en interrogeant vraiment sur le terrain qui avait besoin de leurs produits. On lance les services associés
Et on fait de la garantie à vie. Je pourrais vous en parler pendant 1000 heures parce qu'on connaît plein de personnes qui ont envie de lancer ça et qui réussissent en ce moment. Mais voilà, le monde de demain, c'est aussi ça. C'est comment on change les usages et comment on garantit à vie des produits et comment on passe pas uniquement de la propriété, mais plutôt à, pourquoi pas, de la location. Et donc finalement, ces leviers internes, externes et d'usage, ils permettent de concilier une certaine performance économique avec des injonctions, comme tu l'as dit, environnementales, sociales aussi, en lien avec la conférence d'ouverture du salon qui, pour ceux qui l'ont suivi, n'était pas très gai, parce qu'on a posé un constat qui était quand même pas très gai. Est-ce que donc Alvalet, évidemment, s'inscrit aussi là-dedans, d'avoir cette mission au service de l'environnement, au service du territoire, au service des gens, pour un avenir meilleur? Il y a deux façons de voir les choses dans la vie, hein. Soit c'est la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Nous, on a ces valeurs-là qu'on partage, en tout cas dans les profils un peu entrepreneurs. C'est que, alors le terme existe, on appelle ça des change makers. Voilà, ça fait classe. Mais fondamentalement, c'est tout simplement qu'on est des gens, je pense, optimistes. On a peur de rien. Enfin voilà, on se dit que faut tenter, faut essayer, faut s'engager, faut bouger, faut faire des choses. C'est pas parce que la situation elle est dans cet état actuellement qu'on peut pas œuvrer, changer et on peut pas, in fine, peut-être réussir. Voilà. Donc en tout cas, il y a que ceux qui font rien, il y a ceux qui tentent rien, il y a ceux qui sont toujours dans la négation de tout. Ça, c'est sûr qu'ils nous emmèneront dans le mur. Donc non, moi, on se connaissait pas, mais je trouve que c'est génial ce que tu fais. J'adore ce genre de projet, de boîte. C'est fabuleux. En plus, moi, je crois profondément dans notre jeunesse. J'ai 3 enfants, donc je crois aussi dans la transmission, dans la transition et dans le fait qu'on accompagne justement et qu'on fasse tout pour que les conneries qu'on a pu faire, ma génération puis celle d'avant. C'est le résultat de plein de choses. Voilà, on peut aussi nous critiquer, nous en vouloir pour ça. Puis on peut aussi se dire, attends, il y a quand même une expérience, des conneries. Donc, si on ne veut pas refaire les conneries, on va peut-être écouter aussi les anciens, ou les boomers, comme on les appelle, là où j'en fais partie. Et puis on va réussir tous ensemble. Donc allons-y, faut haut les cœurs, et on peut y arriver. Merci. Sébastien, est-ce que tu aurais un conseil? Alors j'ai l'impression que la salle est effectivement divisée en 2 parties, à la fois des personnes qui sont plutôt le monde de demain, ou les dirigeants de demain, et d'autres personnes qui sont peut-être déjà les décideurs d'aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à l'un et à l'autre sur comment on crée une entreprise, ou on transforme une entreprise pour qu'elle réponde encore mieux aux enjeux de demain? C'est quoi les préoccupations des décideurs aujourd'hui et demain? Moi, je dirais il y a 2 valeurs, c'est la persévérance et le courage. Pourquoi? Parce que si on n'est pas persévérant, c'est qu'on ne va pas au bout, en fait. Il faut aller au bout parce que on a tout pour échouer. C'est facile, déjà, entrepreneur en France, c'est déjà un premier niveau de difficulté, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais globalement, on a tout pour nous faire arrêter ou pour tout bloquer, en fait. Tout est fait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être persévérant et jamais baisser les bras. Donc, l'erreur arrive, il faut l'accepter. Comme je dis souvent, mes équipes, on n'est pas jugé sur nos erreurs, on est plutôt jugé comment on les résout. Et ça, c'est le plus important, en fait, philosophiquement. C'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper, en fait, tous, quel que soit le niveau. Par contre, là où on n'a pas le droit de se tromper, c'est dans la réponse qu'on doit apporter. Et ça, c'est hyper important, en fin de compte. Parce qu'un client sur lequel on s'est planté, si on l'amène la bonne réponse, si on répare bien, il n'y a pas de dégâts, en fait. Et au contraire, il va dire, putain, les gars, bravo, quoi. Par contre, si on fait de la merde et on continue à faire de la merde, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient compliqué. Donc c'est ça en fait le plus important. Donc c'est pour moi le courage, la persévérance. Il faut y aller. Réfléchissez pas, foncez. De toute façon, vous allez dans le mur, puis à un moment donné, vous allez voir qu'au bout du mur, juste avant, il y a un virage à droite et vous le prendrez comme tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Victoria, ce serait quoi tes conseils aux décideurs d'aujourd'hui et de demain? Alors moi, encore plus, j'avais déjà réfléchi à cette question-là, mais encore plus maintenant que j'ai écouté Cyril et Sébastien, c'est le collectif. C'est-à-dire qu'en fait, tout seul, ça va être compliqué, on le sait tous, mais si on se met tous ensemble à nager dans le même courant et dans le même sens, on va sûrement y arriver.
Et donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire, c'est alliez-vous, maillez vos relations, faites-vous des contacts, n'hésitez pas à déranger si vous avez des questions, mais surtout, allez-y et tous ensemble. Et en ça, l'exemple de Sébastien, je trouvais hyper inspirant d'élargir son écosystème jusqu'à ses concurrents qui peuvent devenir finalement les meilleurs alliés. Et toi, Cyril, ton conseil pour les décideurs d'aujourd'hui, de demain? Moi, je dirais la confiance. La confiance parce qu'en fait, alors c'est marrant ce que disait Sébastien, parce que moi je le tourne à l'inverse. J'ai fait beaucoup de trucs autour de ce qu'on appelle l'inverse engineering, c'est-à-dire que quand on prend les choses à l'inverse, des fois on trouve des solutions magiques. Et ce que disait Sébastien, c'est qu'effectivement, on peut le tourner à l'inverse, c'est de dire déjà que les entrepreneurs français, c'est peut-être les meilleurs du monde. Parce qu'avec toutes les contraintes qu'on a, on parle d'enfer fiscal, on parle d'enfer administratif, etc. Et malgré tout, on y arrive. Donc, allô, vous avez face à vous parmi les meilleurs au monde, déjà. Donc, voilà. Donc, vous dire que, déjà, premièrement, la confiance en soi, c'est la chose la plus importante. Donc, ne croyez pas toujours tout ce qu'on vous raconte, etc. Ayez confiance en vous, déjà. Croyez en vous. Et puis, allez chercher, justement, dans toutes vos relations, tous vos échanges, toutes les expériences que vous pouvez avoir vous-même ou que vous pouvez découvrir chez les autres, ce qui va renforcer justement à la fois votre confiance et définir et faire avancer le projet. Voilà. Gardez aussi cette quête de connaissances, cette curiosité pour s'inspirer. On aurait pu dire la curiosité. Je connais des potes à nous qui sont associés, Alexandre Génie. Lui, Alex, son premier truc, c'est la curiosité. Qui était là sur la conférence d'ouverture. Bah, Alex, voilà, il a fait la conférence d'ouverture. Et ouais, il a raison, la curiosité. Enfin, toujours garder son regard d'enfant. Moi, c'est l'émerveillement permanent. Et la vie est tellement plus belle comme ça. En revanche, je te confirme que c'est merveilleux en permanence quand on est entrepreneur et avec toutes les galères du quotidien, c'est quand même pas toujours simple, mais c'est important de le rappeler. Merci beaucoup. Dans la salle, est-ce que vous avez des questions? C'est à vous. Et il y en a déjà. Merci. Toutes les questions seront bonnes. N'hésitez pas. Merci pour ce partage. Moi, j'ai une question pour vous, Cyril. Vous avez mentionné la Silicon Valley comme un modèle. Ce modèle a également, a une synergie avec deux pôles d'éducation que sont Berkeley et Stanford, comme créateurs de talents, comme recherche. Quels sont... À l'origine de la Silicon Valley. Voilà, exactement. Donc, quels sont les équivalents dans notre région et quel type de synergie avez-vous avec eux? Eh ben, aujourd'hui, la chose la plus incroyable parmi les choses incroyables qui nous arrivent, on l'a pas encore communiqué parce qu'on n'a pas encore les résultats. Mais vous savez qu'on a des dispositifs de financement en France qui passent par l'État et par ce qu'on appelle le SGPI, le Secrétariat Général pour l'Investissement. Donc vous avez tous entendu parler peut-être de France Relance au moment du Covid, qui a aidé justement notre économie, nos entreprises. Donc ça, c'est vos impôts, les fameuses, la note actuelle là qui est salée, le quoi qu'il en coûte. C'est justement ce qui a permis pendant cette période de sauver des entreprises et des emplois et de passer cette période. Et donc, il est possible d'accéder à ce type de financement dès lors qu'on répond à des appels à projets, des appels à candidature et de faire des dossiers. Alors, c'est très lourd, c'est très relou, c'est insupportable, mais ça passe, c'est comme ça que ça marche. Donc, soit, encore une fois, on n'y va pas, on n'en profite pas, on tente pas sa chance, ou soit on y va. Et ça fait depuis 3 ans, parce qu'avant, je connaissais pas du tout ce monde-là, je travaillais pas du tout avec le public ou dans le public. On a appris à comment fonctionnait l'État en matière de financement. Et on a plutôt bien compris comment ça marche. Puisqu'on a déposé différents appels à projets, on a répondu à différents appels à projets, dont un dernièrement, où en fait le dossier était, entre guillemets, tellement bien qu'il s'avère que le ministère de l'Éducation nationale, via la direction, la DNE, la direction numérique pour l'éducation, a dit ce projet est tellement top, est-ce que vous pourriez le réécrire en nous intégrant dedans pour qu'on puisse le porter ensemble. C'est incroyable. Donc, on a toujours parlé du ministère de l'Éducation nationale comme étant le mammouth. Alors, ça tombe bien, parce que nous, on vient de la ville des éléphants. Donc, ça va, on se comprend entre pachydermes. Et donc là, c'est fabuleux parce qu'on a carrément un consortium dans lequel on a intégré notre vision, nos projets, ce qu'on a envie de faire avec Alpes Valley,
pour l'élever au niveau national. Et on se retrouve avec la DNE en personne à notre table, à nos côtés, qui nous dit c'est génial, on va le faire ensemble. Allô? Et il y a un projet, si, après avoir déployé le premier espace immersif à Courchevel, le deuxième, encore plus incroyable, on est contacté par le rectorat de Vienne, l'Académie de Poitiers, l'Université de Poitiers, la préfecture de Vienne et le département de la Vienne, qui nous disent on a vu ce que vous êtes en train de faire en Savoie, ça nous intéresse, parce qu'on a un projet à peu près identique. On n'en sait pas plus. Je leur explique ce qu'on fait, etc. Puis à un moment donné, je leur dis, écoutez, le plus simple, c'est venez chez nous, on va vous faire voir ce qu'on a fait, puis vous nous direz si ça vous parle ou pas. Ils sont venus, on a eu une petite délégation de 3 personnes qui est arrivée ici, que je ne connaissais pas. On leur a présenté le projet, on les a emmenés à Courchevel, on leur a fait découvrir un peu nos startups, justement. Et quand ils sont repartis, ils nous ont dit, écoutez, c'est top, votre concept d'espace immersif connecté pour l'éducation, les missions, les jeunes, etc. Ça nous intéresse, on a un projet. Est-ce que vous voudriez répondre à l'appel à projet? L'appel d'offres. L'entreprise n'avait pas 1 an. J'avais pas de bilan. J'aurais dit, c'est pas la peine, c'est mort. J'ai même pas de bilan à vous présenter. Comment vous voulez que je réponde à un appel d'offres? Je peux pas. Voilà. On est trop petit, quoi. Et puis en plus, il s'avère que leur projet était au Futuroscope. Incroyable. Donc c'était je ne sais pas si vous voyez au centre du Futuroscope, vous avez le pavillon Astra, c'est celui qui a la boule comme la géode. Voilà, c'est un des pavillons mythiques du Futuroscope, emblématique. Et donc là, ils nous disent, non, venez quand même, on ne sait jamais, sur un malentendu. Donc on dit, bon, ok, on y va. Et chose incroyable, on a été retenus, parce que justement, on ne leur a pas parlé produit. On leur a parlé usage. Voilà. On leur a parlé expérience. On leur a dit, non, mais nous, on n'est pas des vendeurs de cam. On ne vend pas des ordinateurs, des écrans, des machins. Non, on vous vend un ensemble, une solution qui va faire en sorte qu'on va aménager cet espace pour en faire un lieu de référence dans le cadre de l'éducatif numérique au service des étudiants, des jeunes, des professeurs, des éducateurs, en utilisant bien sûr nos compétences et nos connaissances que nous, on a partagées en collectif de ces nouvelles technologies qui nous passionnent, l'IA, technologie XR, VR, AR, etc. Nous, ça nous amuse. Et on a décidé, nous, de mettre ça au service justement du monde de l'éducation. Nous, on a les compétences tech, que n'ont peut-être pas forcément justement les professeurs, etc. On a dit, OK, nous, notre talent, notre super pouvoir, on va le mettre au service de l'éducatif. Et ça a marché puisqu'on a été retenu pour cet appel à projet. On a gagné un appel à projet de l'État qui s'appelle Innovation dans la forme scolaire. Et ils nous avaient promis que s'ils gagnaient l'appel à projet France 2030, ils nous garderaient pour réaliser le projet. Ils ont tenu leur parole et nous voilà embarqués pour réaliser le plus gros projet européen d'espace immersif au service de l'éducatif numérique. 2500 mètres carrés d'aménagement. Vous en entendrez parler parce que ça va ouvrir l'année prochaine, fin 2025, début 2026. Voilà. Génial, félicitations. Est-ce qu'il y a d'autres questions chez les jeunes? Les jeunes, oh. Je vais donner mon micro de manière aléatoire à quelqu'un qui va devoir poser une question. N'importe quelle question, allez, au moins une. Qui tente le coup? Ouais, bravo. Regardez. Et ben voilà. Vous étiez métis. Bonjour, merci pour votre expérience. Je voulais juste savoir, j'ai pas bien compris en fait l'objectif de ce que vous faites. Je suis désolée. Hein. Qui ça? Comment? C'est pour moi? Oui, pardon, excusez-moi. Et alors, je vais te rassurer tout de suite. Nous, on a été clair. T'es pas la seule. T'es pas la seule. Des fois, on a du mal à se faire comprendre ou comprendre le projet. L'objectif, c'est que tu as compris, on a ces espaces immersifs. Et tu imagines demain, par exemple, quand tu vas être à la recherche d'un emploi ou d'une entreprise, tu ne connais pas forcément les entreprises d'ici. Or, tu vas être là à vouloir t'inspirer sur ce que fait une entreprise, ce que sont les entreprises, qui sont les entreprises du territoire ou les acteurs économiques plus largement. Et le but, c'est que quand tu rentres comme au Futuroscope, quand tu vas aller au Futuroscope, tu vas avoir plein d'entreprises qui vont présenter ce qu'elles font en ce moment d'innovant et qui permettent justement d'accompagner ces transitions vers un monde meilleur et futur. Et tu vas pouvoir découvrir plein de projets inspirants, à impact, comme on dit,
qui vont te permettre de découvrir potentiellement ce qui te fait kiffer, ce en quoi tu crois, dans quoi tu veux aller. Okay. Voilà. Donc le but, c'est de retravailler sur des contenus, des expériences ludo-éducatives, parce qu'on va essayer de le prendre en plus de côté fun et côté sympa, c'est quand même plus cool. Et que ça vous permette derrière de découvrir des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait très bien, je ne sais plus quel est le pourcentage, je ne sais pas qui est-ce qu'il a, combien on a il y a un pourcentage important de métiers de demain qui n'existent pas aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut que le plus rapidement possible, on vous donne la possibilité de découvrir ce qu'on fait nous dans les entreprises à l'heure actuelle et pour demain potentiellement en perspective, pour que c'est un enjeu fondamental. C'est parce que comme ça, vous saurez un peu plus où vous pouvez vous orienter, ce que vous pouvez faire, et que nous, derrière, dans les entreprises, on puisse plus rapidement vous accompagner, vous intégrer, vous former. Donc, on est dans un parcours de vie. Voilà, on est dans un parcours de vie éducatif. Je fais toujours le parallèle avec le foot. Dans les grands clubs de foot que vous connaissez tous, on détecte les talents maintenant à l'âge de 10 ans quasiment. Nous, dans les entreprises, on ne l'a jamais fait. Les entrepreneurs, on n'est jamais allé voir les jeunes. Donc, c'est de notre faute, voilà. On n'est jamais allé voir les jeunes très tôt pour leur dire écoute, voilà, c'est quoi tes rêves? Tu veux faire quoi dans la vie? Et regarde ce qu'il est possible de faire autour de toi déjà. Voilà. C'est un peu Merci beaucoup. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, complètement. Yes. Merci beaucoup. Merci. Cyril, il m'avait donné 2 mots qui m'avaient aidé à tout comprendre. Il m'a dit on fait des solutions de tourisme économique. En fait, on fait comme du tourisme, mais à la découverte des entreprises et dans des espaces virtuels. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Non? Eh bien, je vais vous laisser le mot de la fin à chacun. À part, moi, je vais déjà commencer par vous remercier, vous tous, de votre présence et vous pour votre temps cet après-midi et la qualité de vos témoignages. Cyril, je te laisse un petit mot de conclusion, plein d'espoir pour répondre aux enjeux de demain. Que vous dire en conclusion? Déjà vous dire que notre engagement il est total. Je pense que vous l'avez compris. On est passionné et la passion c'est la base de beaucoup de choses. Donc on est passionné dans cet engagement pour bâtir un monde meilleur, voilà, et que vous pouvez compter sur nous. Voilà. Et moi j'ai quand même une dernière question. Du coup, des lieux, ils sont ouverts au public sur le territoire? Alors, le premier lieu qui a ouvert donc, était à Courchevel. Donc là, il est ouvert, bien sûr. On peut s'y rendre. Okay. Oui, bien sûr, ça marche. On accueille 5000 jeunes par an. Ça fait la 2e saison que l'établissement tourne. Et en fait, ce qui est génial, c'est que maintenant, ce sont des éducateurs, des maîtresses d'école, des professeurs qui viennent avec leurs élèves pendant les classes de neige, des classes vertes, des classes découvertes ou autres, qui s'approprient petit à petit les outils. Et en fait, on échange en permanence pour voir quel contenu on peut abonder, améliorer. Et comme on a utilisé une plateforme, c'est un peu un Netflix des temps modernes, ça permet de récupérer des contenus qu'on pourrait développer, par exemple, pour le Futuroscope, qu'on va réutiliser à Courchevel pour qu'on ait une sorte de librairie de contenus à impact qui permettent en fait de capitaliser sur nos impôts au passage, je précise, voilà, donc de mieux utiliser l'argent public en allant développer des contenus qui soient concertés, collectivement créés aussi, pour nos impôts toujours, c'est pour vos impôts ça, on se bagarre pour vous. Et derrière que ça puisse, parce qu'il y a plein de trucs qui sont développés à droite qu'on redéveloppe à gauche, et partout en fait. Donc là on a dit non, on a dit à l'éducation nationale, on a dit c'est pas possible de fonctionner comme ça. Il faut qu'on se constitue des actifs et des bibliothèques d'actifs 3D et autres qu'on va mutualiser en open source pour que justement quand on veut développer des contenus éducatifs ou en tout cas à impact, ça nous coûte moins cher et qu'en plus ça puisse être distribué partout dans ces espaces. Voilà. Donc c'est un projet de dingue, oui. Mais on va y arriver. J'en doute pas. Et donc aujourd'hui, comme lieu qui existe Courchevel, demain Poitiers. Alors demain Poitiers, mais là il y en a un autre incroyable, c'est en Gare du Nord à Paris. Ok. Puisqu'on a travaillé pour la SNCF. Je ne sais pas si vous avez entendu parler pendant les JO de la fameuse Simone qui fonctionne. C'est un avatar sous intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a créé un agent virtuel qui fonctionne sous intelligence artificielle et qui permet d'accueillir les touristes pour leur dire bonjour, pour leur souhaiter la bienvenue à Paris dans toutes les langues et derrière qui va les aider à s'orienter et à s'aiguiller dans Paris. Voilà. Donc quand on parlait de notion d'accueil,
quand dans une gare, on parle de la plus grande gare d'Europe quand même, aujourd'hui, il n'y a plus d'agents, il y a personne qui va vous accueillir et vous dire bonjour et vous aider à vous orienter. Alors, il y en a, mais pas assez, en fonction des flux. Et ben en fait, on utilise justement les nouvelles technologies pour recréer du lien, mais on le fait dans une logique de service et encore une fois d'impact, parce que les gens, ils vont plus vite à un endroit, etc., ils consommeront moins de carbone ou autre dans leur transport, plein de choses. Voilà. Ok, très clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous surtout. Victoria, je te laisse aussi un mot pour la fin. Moi, je vous conseille de croire vraiment en vos rêves. Et surtout, je parle plutôt aux jeunes, mais même si, surtout aux étudiants, c'est que ça va être grâce à vous en fait qu'on va faire un monde meilleur et que dans 2-3 ans, c'est vous qui êtes à notre place. Donc, croyez-y et continuez comme ça. Et juste de venir ici, déjà, c'est déjà bien. Venez chez nous si vous avez envie de changer le monde aussi. Donc, bref, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Et Sébastien? Déjà, tout a été dit, donc c'est compliqué pour moi, c'est ça, toujours de passer dernier. Je dirais globalement, c'est vrai qu'on les jeunes là ici, moi je crois beaucoup dans la jeunesse. J'ai beaucoup d'alternants et qui finissent aussi en CDI chez nous, parce que justement, je crois à ce maillage, j'allais dire, de jeunes et de moins jeunes. Chez nous, chez Skiply, on a des jeunes de 20 ans et on a des moins jeunes de plus de 50 ans. Et le challenge, il est que tout le monde s'entend bien et que ça marche super bien. Donc, j'allais dire, les jeunes, n'hésitez pas à faire de l'alternance parce que je pense que c'est vraiment important pour les entreprises, mais pour vous-même, parce que ça vous donne aussi un premier pas dans le monde de l'entreprise qui sera votre monde pour plus de 40 ans. Ils vont suivre à la fin de vos études. Après, je rejoins ce que tu dis, allez au bout de vos rêves. Ça veut dire qu'il ne tente rien à rien dans la vie. Et ça, c'est vraiment important. Allez au bout. Allez-y, de toute façon... À votre âge, si vous le faites pas maintenant, vous ne ferez pas plus tard. Donc allez-y, profitez-en et allez au bout de vos rêves. Et donc, jeunes et moins jeunes, on va prendre cette conclusion. Allez au bout de vos rêves, c'est comme ça qu'on répond aux enjeux de demain. Merci beaucoup d'avoir passé cette conférence de clôture avec nous. Et il vous reste encore 1h30 avant la fermeture du salon, c'est ça? Donc, n'hésitez pas à aller rencontrer les acteurs et nous, on restera un peu là si vous avez été trop timide pour poser vos questions en public et que vous souhaitez nous voir